Bonjour à tous. Je suis ravie d'accueillir Marc Zelgatry, qui est professeur des universités en gestion des opérations industrielles à ISAE Submeca et docteur en gestion de production à l'Université de Bordeaux. Donc, il préside actuellement l'Institut international de la gestion de l'obsolescence et notamment son chapitre français et dirige la conférence nationale annuelle des Obsodes. Il est responsable également du master spécialisé pérennité, obsolescence et pénurie, Master POP, et coordonne deux projets de recherche donc en lien avec l'obsolescence, puisqu'il travaille actuellement sur le projet ANR EOS, qui est l'aide à la gestion active de l'obsolescence des systèmes, et puis plus récemment un LabCom avec la société, donc un laboratoire commun avec la société ABMI, le LabCom Oreo, qui porte sur l'ingénierie de l'obsolescence et la résilience optimisée. Ces travaux donc, portent principalement actuellement sur la gestion de l'obsolescence, des stratégies de prolongation de vie et les pénuries d'approvisionnement. Il a 140 publications et encadré 8 thèses de doctorat qui portent sur des problématiques liées à l'obsolescence et travaille actuellement avec de nombreux partenaires industriels, notamment dans les secteurs ferroviaires, automobiles et défense. Donc, je lui laisse la parole pour nous parler de la gestion de l'obsolescence non programmée, des enjeux et leviers pour l'industrie. Merci beaucoup, Olivia. Bonjour, mesdames et messieurs. Tout d'abord, un grand merci pour cette invitation. Comme ça a été expliqué, je vais vous proposer un certain nombre de points liés aux enjeux et leviers de la gestion ou la gestion de l'obsolescence non programmée pour l'industrie. Voilà, donc tout d'abord, la définition, si on prend la définition du terme, c'est tomber en désuétude ou sortir de l'usage, la même chose en anglais. Donc nous, on est vraiment sur cette définition de base. Alors, d'où viennent nos motivations par rapport à la recherche collaborative, notamment autour de la gestion de l'obsolescence? Donc en fait, si on regarde autour de nous avec un certain nombre d'équipements, des équipements, souvent des équipements à longue durée de vie, tels que les avions, les infrastructures de télécommunications, ferroviaires et autres, on est toujours confronté à cette problématique d'obsolescence. Donc, c'est pas quelque chose qui est récent, en fait, quand on regarde l'histoire de l'humanité. Dès le départ, on a été amené à transformer, faire évoluer les différents outils, différentes techniques, différents savoirs et savoir-faire, en partant des outils très simples vers les outils de plus en plus sophistiqués. Donc, en fait, la question de l'obsolescence que nous la considérons, ce n'est pas un problème de l'obsolescence programmée, mais vraiment quelque chose qui est lié à l'évolution. Je prends un exemple ici que certains peut-être connaissent, cet avion qui est le bombardier B-52 aux États-Unis. Cet avion a démarré, je pense, ses premiers vols juste après la Seconde Guerre mondiale. Et récemment, ils ont eu le droit d'utilisation, enfin d'exploitation encore jusqu'en 2044. Donc, c'est-à-dire que lorsque nous voyons un avion sur le tarmac, il aura vécu un siècle. Quand on compare la durée de vie de ces systèmes par rapport à des composants, notamment le composant électronique, leur durée de vie est souvent beaucoup plus courte. Donc, de quelques mois, voire quelques petites années. Donc, il y a un déséquilibre entre les deux, ce qui génère de nombreux problèmes d'obsolescence. Nous avons fait un premier travail avec certains élèves de l'école et on s'est focalisé sur quelques composants de ST Microelectronics. Donc là, ici, vous avez 3 exemples des transistors de puissance, des mémoires, mais aussi des amplificateurs. Donc, en fait, on a fait une étude sur la durée de vie commerciale de ces composants. Donc, si vous voyez, par exemple, sur l'axe des X, vous avez toujours le moment de l'introduction de ces composants et la durée de vie commerciale sur l'axe des Y. Donc, de manière très étonnante, on voit bien que quand on avait des composants qui arrivaient, par exemple, ici sur le transistor de puissance en 2007, la durée de vie était plus de 20 ans, durée de vie commerciale. Et maintenant, on a divisé par 2. Et cette tendance de réduction de la durée de vie des composants est vraiment, comme vous le voyez ici, c'est quasiment la même chose partout. Donc cette question est de plus en plus préoccupante pour les industriels. Parmi les organismes qui ont contribué en fait au développement de cette discipline,
On peut notamment noter le département de défense et dans leur rapport, qui est maintenant c'est devenu presque comme la Bible comment dire, de la gestion de l'obsolescence, ils le disent très bien que l'obsolescence, en fait, est inévitable. Donc, il va falloir chercher à maîtriser, à gérer l'obsolescence au mieux. Donc, globalement, quand on réfléchit en termes de gestion de l'obsolescence, on a deux possibilités. La première, évidemment, est une absurdité, hein, arrêter l'évolution. Deuxième, c'est apprendre à la maîtriser. Donc, c'est sur cette question-là, sur ces réflexions qu'on a commencé à travailler. Alors, ici, sur cet axe du temps, vous voyez, tout d'abord, en plein milieu, vous avez un équipement quelconque. Cet équipement possède des composants, par exemple des cartes électroniques et autres, mais en particulier des composants, un microprocesseur, microcontrôleur et autres. Donc, les fournisseurs, tels que par exemple Intel, fournissent des livres, ce qu'on appelle des PDN, donc la notification de l'interruption de fabrication de ces composants-là. Ça intervient de manière assez régulière. Et pour vous donner par exemple un chiffre, l'an dernier, on avait plus de 300 000 PDN qui sont issus de la part des différents fabricants. Ça, c'est le premier point temporel. Quelques temps plus tard, l'équipementier qui utilise ces composants va s'en apercevoir de cette interruption. Donc, on a passé un certain nombre de mois en général. Et puis, le problème, en fait, des conséquences de l'obsolescence apparaissent lorsque on a quelque part, par exemple, une panne et on est obligé de changer les composants. Donc, quelques mois peut-être plus tard. Et ici, vous voyez en fait ce qu'on appelle la fenêtre de l'opportunité. Donc, vous avez une fenêtre qui va vous permettre d'identifier quelle est la meilleure solution pour remédier à ces problématiques d'obsolescence. Alors nous, dans le cadre de nos travaux, en fait, d'abord, on a commencé une première thèse avec Valeo autour de la gestion de l'obsolescence et rapidement, on a créé en fait l'Institut français de l'obsolescence qui est devenu récemment l'Institut francophone de l'obsolescence. Et donc, en fait, on l'a créé en 2019, on était un petit groupe et ce groupe a cherché en fait à échanger avec les industriels, notamment dans le ferroviaire et autres, hein. Et donc, on a pu devenir, on est devenu finalement le chapitre français de l'IOM, qui est l'Institut international, en 2022. Alors, les publics visés par notre association, d'abord, quelques mots. On a d'abord la communauté de praticiens à travers la France et également ce qu'on cherche. Donc, ici, c'est partager les bonnes pratiques, partager les processus, voire des outils. Mais également, on cherche à avoir des travaux en commun avec nos collaborateurs industriels. Et puis, un point sur les formations. Donc, à travers ce que je vais vous montrer maintenant, j'essaie de parcourir quelques points, quelques questions importantes de notre point de vue sur lesquelles il y a des enjeux réels pour l'industrie. Et puis, je terminerai avec quelques points sur la formation. Donc voilà, ça, je viens de l'expliquer. Alors, globalement, je partageais en fait ma présentation en deux parties. La première partie, c'est la partie la plus importante là, au niveau de la recherche partenariale et un point vers la fin sur la formation. Donc, nous sommes aperçus en fait qu'on ne peut plus parler aujourd'hui de l'obsolescence seule, donc il va falloir l'intégrer au sein d'un paradigme un peu plus large dans lequel on considère aussi la pérennisation des systèmes, donc l'extension des durées de vie, mais aussi la pénurie. On s'intéresse à ces... Alors, j'utilise le mot obsolescence de manière générique pour couvrir ces questions-là. Donc, nous considérons que l'obsolescence peut impacter presque tout type de composants, que ce soit électronique ou mécanique ou logiciel. Plus loin, on peut aller vers l'obsolescence des fonctions, des exigences, des performances. On a des normes qui changent, donc l'obsolescence. On a des données qui deviennent obsolètes, des connaissances qui deviennent obsolètes. Et également, alors ça, ce n'est pas un très joli terme, hein, donc on a encore du mal à trouver le bon terme, mais ce qu'on a appelé en fait l'obsolescence des savoirs et de savoir-faire des opérateurs, et parfois, par exemple, le départ à la retraite des opérateurs ou la perte de connaissances. Et tous les domaines, tous les secteurs industriels sont confrontés à cette problématique.
Ici, en fait, on a fait un travail vraiment de longue haleine pour identifier quels sont les différents champs sur lesquels nous devons travailler pour couvrir les problématiques. Donc, je vous montre ici. Vous avez, je vais en parcourir quelques-unes. Donc, la question de fiabilité, maintenabilité et disponibilité, la question de modernisation et rafraîchissement technologique, la reconception résiliente, le MCO ou le maintien en condition opérationnelle, la maîtrise de risque, les solutions de remédiation et la question de régénération, pérennisation et soutenabilité. Alors, nous ne sommes pas acteurs encore sur tous les champs. Je les ai montrés avec un liseré jaune ici. Et on a donc un certain nombre de collaborateurs et industriels qui nous suivent dans nos travaux. Et puis, fort heureusement, avec une armée de docteurs et doctorants dans cette thématique-là. Je commence par un petit focus sur le premier sujet qui concerne la fiabilité, maintenabilité et disponibilité. Donc, la question primordiale qui est posée ici, c'est comment peut-on assurer ou comment peut-on estimer la disponibilité opérationnelle d'un équipement? Donc, on a fait un travail dans lequel on a démontré finalement les liens qui peuvent exister entre l'obsolescence et pénurie, tout à fait en bas, par rapport à la disponibilité, notamment, comme je l'ai indiqué, la disponibilité opérationnelle. Donc, on passe par tout d'abord des actions de maintenance, ensuite via des indicateurs qui permettent d'avoir un regard, disons, a posteriori, sur la maintenabilité et fiabilité. Et puis, la disponibilité opérationnelle. Donc, pour revenir sur ce schéma, donc on s'est posé cette question-là, et finalement, la question, disons, subsidiaire, c'est dire, lorsque j'ai un système qui est composé qui a une structure hiérarchique, telle que vous pouvez le voir à l'écran, j'ai quelques obsolescences, par exemple, qui peuvent apparaître au niveau des feuilles de cette arborescence, et comment les conséquences de ces obsolescences peuvent se propager à travers cette structure pour arriver au sommet de cette hiérarchie. Donc, ce qu'on a appelé ici propagation ascendante. Donc, nous avons fait un travail, disons, un travail d'analyse de manière très, très détaillée. Donc, on a identifié ici, je ne vais pas détailler évidemment, vous avez un axe temporel dans lequel on représente la première mise en service d'un système avec ses différentes phases de panne et éventuellement d'intervention. Et on a cherché à identifier comment l'obsolescence peut impacter ces différents intervalles de temps, notamment en rallongeant leur durée. Et ce qui nous a permis en fait d'identifier de manière un peu plus précise ces liens. Mais pour pouvoir représenter la propagation, il a fallu réfléchir par rapport à une structure, par exemple une structure que vous voyez ici à l'écran. Donc on a une structure, un ordinateur composé des modules, composé de ces composants. Alors, ce qu'on voulait faire, c'est justement modéliser et représenter ces propagations. Donc, comment peut-on comprendre cette propagation des conséquences de l'obsolescence sur l'indisponibilité de notre ordinateur? Donc, on a eu l'idée, en fait, de réfléchir et dire finalement, et si on était en mesure de représenter tout type de composants ou tout type de modules avec deux critères. Donc, on va classer en 4 catégories, des catégories qui sont d'abord identifiées par make or buy, mais aussi catégories de composants ou de modules sur réparables ou remplaçables, donc réparables ou consommables. Et à partir de là, si on arrive à avoir des modèles associés à chacun de ces modules, on va être capable de représenter quasiment n'importe quelle structure du système avec une structuration, presque un assemblage de type Lego. Mais ça ne suffisait pas parce il fallait aller plus loin dans cette représentation, notamment en termes de propagation. Donc pour cela, on s'est intéressé au réseau de Petri. Alors ces réseaux de Petri, ici vous voyez en fait, on a cherché pour un composant, un type de particulier de composant. On s'est dit qu'il y a le fonctionnement de ce composant avec ce qu'on a appelé en fait un réseau de Petri lambda mu, maintenance, panne, défaillance. Mais aussi, il a fallu regarder et réfléchir, représenter en fait les obsolescences des différents éléments. Donc, comme je l'ai indiqué au départ, on s'est intéressé pas uniquement à l'obsolescence de l'item
composants physiques, on va dire, mais également de tout ce qui est l'obsolescence des outillages, personnes, connaissances, au sens de connaissances, documentation, mais aussi des consommables. Et les liens, finalement, parce que quand vous réfléchissez, en fait, l'obsolescence n'est pas la même chose que la défaillance. Ce n'est pas parce que j'ai un composant obsolète que j'ai une défaillance dans mon système. Et en fait, on a réussi à représenter ces différentes influences de l'obsolescence sur les différents modes de fonctionnement du système via des synchronisations entre les réseaux de Petri. Donc, dans un premier essai sur un système, qui était ici en fait un graveur laser, ben, on a réussi à démontrer que en faisant un certain nombre de calculs, ben, de démontrer que on a une estimation au départ d'une disponibilité opérationnelle que vous voyez ici à droite, donc assez élevée, on a 80, presque à 93%, mais كانتش dès lors باينه qu'on a مزيانه، des... كانت تقولي من الداخل معناها، فهمت؟ Ah, je pense que... Attendez, pardon. Donc en fait, on va avoir une dégradation, donc on va avoir une perte de la disponibilité et un aplatissement, comme vous pouvez le voir ici, un aplatissement de la disponibilité opérationnelle. Donc la question suivante qui pourrait peut-être davantage vous intéresser, c'est par rapport à la question de reconception résiliente. De quoi il s'agit? Donc on a travaillé sur deux volets. Tout d'abord, la reconception résiliente. En fait, très rapidement, on s'est aperçu que les outils issus de l'ingénierie système peuvent nous aider. Donc, dans ce cas, nous avons choisi la méthode Arcadia, enfin l'approche Arcadia et son outil Capella. En mettant en œuvre donc les connaissances en termes d'utilisateurs, donc nous ne sommes pas des experts, on ne fait pas de recherche en ingénierie système, mais en tant qu'utilisateur de l'ingénierie système, en mettant la théorie de l'obsolescence conjointement avec l'ingénierie système, mais également les réseaux bayésiens, on serait capable de proposer des éléments liés à la résilience des systèmes reconçus. Donc, pour représenter ici, pour simplifier, on peut imaginer que, par exemple, un système est composé d'un certain nombre de composants ici, les C. Chaque composant va exécuter une ou plusieurs fonctions, et les fonctions, pardon, et les fonctions ensemble, une organisation de fonctions ensemble vont permettre d'avoir des fonctionnalités. Donc, si on a des obsolescences qui proviennent de nos fournisseurs, donc un fournisseur qui arrête la fabrication d'un composant, supposons ici par exemple Intel, qui arrête la fabrication de C2, on voudrait être en mesure non seulement de prédire quelles sont les fonctionnalités qui seront impactées, et est-ce qu'il y a surtout un risque d'interruption de service pour le client. Donc pour cela, on a identifié un certain nombre de représentations. Donc ici, c'est sous forme de matriciel. On essaie de démontrer, de découvrir même les dépendances existantes entre les composants, mais aussi composants fonctions et fonctions fonctionnalités. Donc on a travaillé sur ce qu'on peut appeler les barrières techniques et les barrières d'usage pour maîtriser en partie donc ces conséquences et ces propagations. Donc, on a pris un exemple. On a travaillé avec l'IFSTAR de Valenciennes et on avait un exemple sous la main qui concernait en fait la mise en place de l'ERTMS sur les systèmes ferroviaires. Donc, on a repris évidemment un sous-ensemble de cette problématique-là et on l'a modélisé. Et on s'est aperçu qu'en fait, le modèle qui convient le mieux pour nous, c'est l'architecture physique, dans laquelle on voit à la fois les composants, mais aussi les fonctions exécutées et les interactions entre les composants. Une fois que l'architecture avait été identifiée, donc on est passé par un intermédiaire qui ici en fait c'est une matrice qui représente les dépendances et ces dépendances on les a transformées dans les réseaux bayésiens. Alors peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, un réseau bayésien c'est en fait c'est un réseau probabiliste, un graphe probabiliste dans lequel on montre des entités, des variables, on va dire variables aléatoires. Ces variables aléatoires vont être liées les unes aux autres. Donc, on aura beaucoup de probabilités conditionnelles. Et en fait, tout le jeu, avec l'outil qu'on avait à notre disposition, qui s'appelle Bayesian Lab, tout le jeu ensuite consiste à jouer avec les différentes probabilités et identifier finalement la résilience du système par rapport aux différentes configurations possibles. Donc ça, c'était un travail
que nous avions effectué, qui s'est terminé en 2021 ou 2022, sur cette question de reconception. Mais plus tard, on est revenu sur la résilience. Donc, en particulier, je vous parlais, Olivier l'a dit tout à l'heure, on travaillait et on travaille sur un LabCom sur la question de l'obsolescence et notamment je dirais la résilience qui peuvent intervenir par rapport à ces obsolescences-là lors des rétro-ingénieries. Donc ici, sur cette figure, sur l'axe des Y, vous allez voir donc ce qu'on pourrait appeler la valeur. Donc évidemment, c'est schématique juste pour représenter le concept. On a le temps sur l'axe des X. Lorsque vous achetez un équipement, vous avez un équipement donc, qui a une certaine valeur, qui répond à un certain besoin avec certaines exigences. Donc vous avez une baisse probable dans le temps de cette valeur qu'on on pourrait appeler ça valeur d'usage. Donc en dessous d'un certain seuil, donc cette valeur n'est plus considérée comme suffisante pour pouvoir continuer à maintenir l'équipement ou l'utiliser. Donc à partir de ce moment-là, en fait, l'usage pourrait être changé. Donc dans l'idée que nous avons dans le cadre de ce LabCom, c'est de dire il est possible, et souvent ça arrive, qu'on demande une régénération pour une prolongation de la durée de vie utile pour apporter une nouvelle valeur par rapport à notre système. Et on voudrait savoir si on est capable de transformer cette courbe noire en courbe ici couleur bordeaux, est-ce qu'on est capable de le faire? Sous quelle forme? Et évidemment, quelle serait la conséquence? Parce que vous voyez ici que finalement, on a retardé l'obsolescence vue du point de vue du client. Donc, la société ABMI est une société qui propose, c'est une société en ingénierie généraliste et qui propose en particulier un service qui est de la déspécialisation. Donc leur rôle est ils reçoivent en fait des produits, des modules pour lesquels les plans n'existent plus et on a le fournisseur ou le sous-traitant qui mettait à disposition en fait ce composant n'existe plus. Donc le travail qui est fait par ABMI, c'est de faire une sorte de rétro-ingénierie de système pour fournir un dossier complet. Donc, il a fallu au départ, quand on a commencé à travailler avec nos collègues de ABMI, de comprendre qu'est-ce que ça veut dire de notre point de vue, la résilience. Donc, pour simplifier, on a une sorte admettons sur l'axe des Y, vous avez une certaine performance, votre système fonctionne, on a une bande, on va dire un gabarit, le point de fonctionnement de votre système est quelque part dans ce gabarit, donc on va dire en bleu, c'est quelque chose qui est acceptable. Suite à un événement, suite à un événement, ici pour nous, par exemple, une information de l'obsolescence, on a cette information et quelques temps plus tard, il peut y avoir un autre événement qui commence à dégrader l'état du système. Donc à partir de ce moment-là, vous allez avoir plusieurs scénarios. Et c'est un peu ce qui est représenté ici sur les différentes courbes. Et ce qui était très souvent demandé à notre partenaire industriel, ça a été de dire, OK, je voudrais d'abord être, par exemple, dans cette configuration, vous faites la rétro-ingénierie, vous faites la réingénierie et vous me donnez un système qui a les performances similaires, voire supérieures, évidemment avec les nouvelles technologies. Donc, on s'est posé cette question-là et pour cela, on a commencé dans un premier temps à identifier finalement les différents types de ce qu'on pourrait appeler justement cette notion de résilience. Donc, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais de manière un peu plus, comment dire, plus théorique. Donc, l'obsolescence, une perturbation, une baisse de performance, donc une dégradation dans un temps donné, et puis la solution retrouvée, et on a le temps de recouvrement. On a identifié dans les pratiques, en tout cas chez ABMI et en réfléchissant et en généralisant, il existe quelques stratégies de base qu'on peut utiliser. Tout d'abord, par exemple, vous pouvez chercher à prolonger, donc c'est-à-dire en fait de ralentir la vitesse de dégradation de votre équipement, ce qui permet en fait d'avoir d'autres opportunités pour trouver des solutions de remédiation. Une autre solution, ça serait de faire en sorte que le système ait une dégradation moins élevée. Là aussi, ça fait partie des éléments qui réduisent la gravité des conséquences de la perturbation. Et puis, l'autre solution, ça serait d'être
capable de réduire le délai de recouvrement. Donc finalement, ici, on va avoir ce point bleu qui va être rejeté vers la gauche. Donc, ces trois stratégies, en mettant en œuvre avec des techniques spécialisées de la rétro-ingénierie, on va pouvoir répondre à des exigences et des besoins de nos clients. Donc ça, c'est un travail qu'on a fait sur cette partie-là. Mais de manière plus générique, voici la question qu'on se pose aujourd'hui. Un système, tel qu'on le voit, pour nous, on peut le représenter sous cette forme. Donc vous avez des modules, ici représentés par des nœuds, par des cercles. Donc on a un système qui est appelé ici en fait le système d'accueil. Donc c'est le système macroscopique qui a l'ensemble des nœuds bleus, noirs et rouges. Un sous-système, ici représenté au cœur, qu'on appellera le système d'intérêt pour nous, va faire l'objet de rétro-ingénierie, notamment due aux obsolescences. Donc à partir du moment où on cherche à modifier sa structure, sa conception et peut-être améliorer ses performances, on doit se poser la question sur le sous-ensemble, le sous-système d'interface qu'on a appelé, qui permettent en fait de retenir la propagation de tout effet de ce changement-là sur le restant du système. Donc la question qu'on se pose, c'est comment peut-on trouver, dans le cadre de ce LabCom, comment peut-on trouver des solutions de remédiation par rapport à la rétro-ingénierie qui restent faisables, évidemment la question technique, en respectant les brevets qui sont valables encore pour le produit considéré, que les solutions soient une solution viable, puisque économiquement, on puisse répondre à une viabilité, et ensuite soutenable, c'est-à-dire que c'est la question de ne pas avoir des impacts négatifs, ni, disons, sur l'environnement, ni sur la société. J'arrive maintenant sur le maintien en conditions opérationnelles qui est très régulièrement cité dans les travaux que nous menons avec les industriels. Donc, tout d'abord, on a fait un travail sur le processus de maintien en conditions opérationnelles ou le MCO. Donc, simplement, quand vous êtes face à la problématique de MCO, globalement, on le subdivise en deux grandes catégories. Donc, vous avez toute une première partie qui concerne le soutien technique, puis soutien logistique. Donc, les deux regroupés permettent d'avoir votre équipement en conditions opérationnelles. Et en fin de compte, quand on réfléchit par rapport à la prise en compte des différentes obsolescences, ça devient plus complexe. Mais pour nous, il est indispensable, et actuellement, certaines entreprises, pas beaucoup, mais certaines entreprises ont déjà des processus qui tiennent compte de l'obsolescence. Donc, on a toujours le support technique qui peut être soumis à des obsolescences de spécification, des outils techniques, mais aussi documentation. On va identifier les besoins en termes par exemple, de changement, de remplacement ou de réparation. On va les donner à ce module dont le rôle est de gérer les obsolescences, identifier auparavant les obsolescences et trouver des solutions. Et ensuite, donner la main à une deuxième étape qui est de gérer les pièces, les outils, les ressources diverses et variées. Donc, ça, c'est en fait, je dirais, la gestion de l'obsolescence intégrée. Mais quand vous regardez, en fait, quand on fait un zoom encore de nouveau sur la gestion de l'obsolescence, vous avez plusieurs démarches. Vous avez une première démarche qui est l'obsolescence, la gestion réactive. Donc, on ne fait rien et on subit les obsolescences annoncées par les fournisseurs. Souvent, les entreprises, encore aujourd'hui, sont dans cette modalité de gérer de manière réactive. Parfois, ça peut coûter extrêmement cher. Pour être en mesure de faire une gestion proactive, donc là, c'est souvent, on doit être en capacité de prévoir, donc prédire finalement les obsolescences, et il se peut également qu'on soit amené à spécifier et à reconcevoir une partie du système. Pour vous donner un exemple chiffré, dans les travaux du département de défense, par exemple, les statistiques arrêtées en 2014 montraient les coûts moyens d'une reconception partielle des systèmes de leurs équipements qui coûtaient 18 millions d'euros il y a 10 ans de cela. Et enfin, une dernière possibilité qui dépasse un peu les limites, c'est pour ça que je le montre ici en pointillé, c'est que lorsque vous allez faire
une gestion stratégique, c'est-à-dire on va tenir compte de l'ensemble du portefeuille de produits et faire une reconception pour les sous-ensembles concernés dans sa globalité. En termes de solutions de remédiation, cette dernière partie, en fait, pour vous montrer, on travaille sur des systèmes que le terme, pour l'instant, c'est pas encore figé, mais globalement, vous allez le voir, ce sont des systèmes que on l'appelle pour l'instant les systèmes encombrés, puisqu'ils sont complexes, restreints, surexploités et avec des complexités d'exploitation. Je pense que certains peuvent se rappeler en fait de ce film dans lequel on avait des ingénieurs de la NASA qui étaient rappelés à la retraite, qui étaient rappelés pour aller réparer un satellite, je pense, lancé par la NASA par ces mêmes personnes-là. Donc on est parti déjà, on est souvent dans les considérations liées aux équipements à longue durée de vie, on est confronté à cette problématique de départ à la retraite ou la perte des connaissances. Sauf que là, on est focalisé sur la question des systèmes spatiaux. Donc là, on travaille avec Stevens Institute of Technology et on s'est focalisé actuellement, c'est un travail qui est assez récent, c'est un travail qui a à peine 1 an et demi, et donc on s'est focalisé sur la question des comment la NASA ou l'ESA tiennent compte et comment ils gèrent les obsolescences des systèmes. D'abord, la première question, est-ce qu'il y a la prise en compte des obsolescences et comment ces entreprises, ces organisations gèrent l'obsolescence. Donc, on s'est focalisé sur 2 systèmes, Voyager 1 et Mars Perseverance. Globalement, pour vous donner un aperçu, donc on s'aperçoit évidemment qu'on a la question de l'usure de matériel, des obsolescences logicielles, réglementaires, fonctionnelles, mais aussi la disparition des connaissances et la perte totale parfois de la chaîne d'approvisionnement. Et également quelque chose qui est le plus important ici, je pense que c'est la question de l'obsolescence des logiciels qui intervient très régulièrement. Et donc également, quand on réfléchit par rapport à ces systèmes, alors évidemment c'est des systèmes très particuliers, mais on peut identifier 3 catégories. Nous avons des systèmes que, une fois lancés ou mis en service, disons, on ne peut plus y accéder, on ne peut plus les changer, sauf via les logiciels. Donc, c'est le cas de Mars Perseverance et Voyager. Vous avez des systèmes comme la navette spatiale qui faisaient des allers-retours entre la Terre et l'orbite, mais également, comme c'était habité, il était possible de faire des réparations et des changements pendant le vol dans l'espace. Et puis, vous avez des systèmes plus récents, qui parfois, actuellement en tout cas, transportent des hommes, mais il n'y a pas de possibilité de réparation au sens que nous avons pu le voir dans la navette spatiale. Donc sur ces types-là, actuellement, on est en train de réfléchir par rapport à la manière dont les systèmes les obsolescences des systèmes sont gérées. Et je dirais que la chose qui paraît la plus intéressante, en fait, dans l'étude de ces systèmes-là et des systèmes similaires, ça peut être des cœurs de centrales nucléaires ou des systèmes extrêmement difficiles d'accès, c'est que très souvent, si ici j'utilise la représentation du système et les systèmes contributeurs, le end system, ce qui est représenté tout à fait à gauche, ce système reste figé. Et donc, à partir du moment où le système est figé, on n'a accès qu'aux systèmes qui sont autour. Donc, vous avez l'ensemble des systèmes contributeurs, les systèmes de contrôle et autres, qu'on peut modifier, et on les modifie régulièrement. Donc ça, notamment, ça a été une surprise pour nous de voir le nombre de fois où les systèmes d'interface et les systèmes de contrôle avaient été modifiés et les obsolescences des logiciels, par exemple, avaient été corrigées. Donc ça, c'est un travail qu'on est en train de mener actuellement et que nous souhaitons notamment l'étendre par rapport aux systèmes, comme je le disais, à accès extrêmement difficile. Alors, juste un dernier mot maintenant sur les outils. Donc, on a cherché à travers ces travaux-là de proposer un outil d'aide active à la gestion d'obsolescence. Donc, cette plateforme, on a fait une étude fonctionnelle, quels sont les besoins et les exigences des industriels. Donc là, on a fait un panorama sur un questionnaire qu'on avait envoyé aux industriels. Donc des choses du type, par exemple, la gestion de risque d'obsolescence, la gestion de stock et retour sur expérience.
Et également des processus un peu plus transverses, disons, par exemple pour la gestion des notifications d'obsolescence et les tableaux de bord des utilisateurs. Donc maintenant, depuis quelques temps, et grâce en fait au financement de l'ANR sur un projet qu'on est en train de mener, on a développé donc une plateforme que vous pouvez voir ici, le prototype qui est actuellement en train d'être finalisé. Là, on est sur l'interface gestion de risque. Donc là, vous avez ici, dans cette partie de la fenêtre, vous avez la nomenclature d'un système qui serait pris à ce niveau-là, et on apporte un certain nombre d'indicateurs de risque qu'on cherche à agréger dans un premier temps et attribuer un taux comment dire, une valorisation de risque sur une échelle particulière donnée, avec un état d'obsolescence ou pas de l'ensemble des composants. J'en arrive aux formations et à toute dernière partie, il y a très peu de diapositives. Donc, comme Olivier l'a indiqué, nous avons lancé un master spécialisé dont la rentrée est prévue pour le mois de septembre 2026. Et ce diplôme est porté par Isaïe Submeka, avec un très grand soutien du tissu industriel sur ce projet. Enfin, un point qui nous paraît également très important, c'est la question de formation. Pas forcément de formation spécialisée longue, comme je viens de l'indiquer, mais aussi au sens des sensibilisations. Parce qu'à notre connaissance, il y a très très peu de connaissances, voire rien du tout aujourd'hui, très peu de formation, pardon, sur la gestion de l'obsolescence à travers les différentes formations qu'on a identifiées. Donc nous avons développé un jeu, Serious Game, qu'on a appelé le Fleuve Arusta MPP, et le prototype bêta est prêt, on l'a testé, et on va le lancer, lors d'une présentation officielle aux Obsodays 2026 à Angers. Donc ce jeu est supporté par Isaïe Submeka et notre institut francophone. J'en termine, et désolé si j'ai été long, j'en termine avec quelques projections. Donc pour nous actuellement, les champs les plus importants, alors évidemment, la toute première chose, c'est la théorie de l'obsolescence sur laquelle actuellement nous travaillons. Peut-être ça a moins d'intérêt, je dirais, d'application immédiate. Mais nous travaillons actuellement très activement sur les apports de l'IA pour l'ingénierie de l'obsolescence avec des partenaires industriels. Nous travaillons sur la maîtrise de risque, comme je l'ai indiqué, pas uniquement au niveau des composants, mais aussi au niveau de la chaîne logistique et leurs impacts sur la continuité de service des équipements pour les clients. On travaille également sur la disponibilité opérationnelle des flottes d'équipements, notamment par exemple des avions de chasse. Et également, un dernier point, c'est sur la disponibilité opérationnelle sûre et soutenable. Soutenable au sens que j'ai indiqué, donc viable, faisable techniquement, viable économiquement et acceptable au sens de l'environnement et des sociétés. Et enfin, le dernier point, tout en étant évidemment professeur dans une école d'ingénieurs, donc on travaille également sur la partie formation initiale et formation continue. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie et j'espère que je n'ai pas été trop long. Je pense que oui, mais bon, je vous donne la main, Olivia. Merci beaucoup, Marc, déjà d'avoir accepté notre invitation et pour cette présentation effectivement assez large de la gestion de l'obsolescence. Donc, je vais ouvrir la parole aux questions. Aussi, si tu veux prendre la parole. Oui, merci pour cette présentation, vraiment intéressante. Et moi, vous avez évoqué un peu le côté économique. Oui. Et je me demandais, est-ce que c'est pas le marché qui guide vraiment ce genre d'obsolescence? Et aussi le côté réglementaire. J'ai vu que vous l'avez écrit, mais rapidement. Moi, j'ai pensé directement aux véhicules automobiles. On a décidé d'arrêter les moteurs thermiques pour 2035 en Europe. Est-ce que ça ne va pas accélérer cette obsolescence en dehors de tout ce qui est défaillance, en dehors de tout ce qui est... ça veut dire que c'est une décision ça ne va pas être viable ni économiquement, ni quoi que ce soit, parce qu'on a décidé de l'arrêter, quoi.
Est-ce que vous avez en même temps intégré ce genre de Alors, décision extra sujet en fait? oui, en fait, nous, ce qu'on souhaite faire, alors si j'ai bien noté la première question par rapport à l'aspect économique, c'est bien ça? Oui, Voilà. Alors, cette question, comme je l'ai indiqué, donc nous ne sommes pas des économistes, évidemment, on n'a pas dans notre équipe des économistes qui travaillent sur ce sujet, mais on le sait très bien qu'en fait, l'une des... alors, je vais peut-être prendre la réponse différemment. Quand vous êtes face à une obsolescence, alors cette obsolescence, pour nous, c'est souvent guidé non pas par la volonté d'une entreprise à piéger ses clients, mais c'est parce que vous êtes dans une compétition féroce sur des composants. Vous le savez, les exemples, Intel qui passe actuellement par des moments difficiles, c'est parce que le concurrent ou le numéro un mondial avance à une vitesse extraordinaire sur des nouvelles technologies. Donc la question, c'est, je suis obligé d'utiliser mes installations sur un certain nombre de composants, mais comme la majorité, la plus grande partie du marché de composants microélectroniques est tirée par, on va dire, la télécommunication, pour la téléphonie, on va dire. Donc, en fait, Intel va derrière, va suivre aussi cette progression-là. Et donc, cette évolution technologique qui impose d'arrêter des fabrications de produits, certains composants, pour proposer de nouveaux composants avec de nouvelles technologies. Donc, je ne pense pas, alors, en tout cas, dans ce qu'on a fait, on a rarement vu que ce soit une question économique au sens où je veux gagner plus d'argent. C'est plutôt parce que les concurrents, les innovations avancent et donc on est obligé de répondre à ces innovations. Ensuite, la question de réglementation, il est évident que l'arrivée des réglementations nouvelles ou modifications des réglementations c'est l'une des sources les plus importantes de génération d'obsolescence. Donc, à partir du moment où vous avez PFAS, REACH ou autre, mais ça vous génère de très grands nombres d'obsolescence. Donc, parmi les critères d'obsolescence, par exemple, c'est toute la partie réglementaire. Donc, est-ce qu'on est, par exemple, nos composants sont conformes par rapport à telle ou telle réglementation? Donc, je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, on est plutôt tributaire à ce type de décision, parfois extrêmement brutale, qui génère des obsolescences. On ne peut pas dire ce qu'il faut, comment on peut empêcher, donc on est incapable d'empêcher. Par contre, est-ce qu'on est capable de se prémunir contre ces conséquences? C'est un peu cette question-là qu'on se pose. J'espère que j'ai été clair. très bien, merci. 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 Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour Olivia, bonjour Marc. Bonjour, Bada. Très, très belle présentation, très inspirante. Donc, moi, j'aimerais évoquer la base industrielle et technologique de défense, la BITD. Tu connais bien mieux que moi cet acronyme. La BITD, c'est l'ensemble des entreprises qui sont identifiées par la défense et la DGA pour assurer une pérennité d'un certain nombre de composants ou de sous-systèmes sur une durée de vie longue des systèmes de défense. Est-ce que tu t'es intéressé aux méthodes un petit peu de management de ce pool industriel? Il y a des aspects un petit peu de localité, de confidentialité, de confiance nationale. On parle beaucoup de résilience dans des temps de guerre, hein, évidemment. Oui. Et puis, je dirais au-delà, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est est-ce qu'il est possible pour un système complexe, mettons un système de défense, de prévoir des types de conceptions, des conceptions modulaires, des choses comme ça, qui font que l'obsolescence des composants ou des logiciels va arriver. L'obsolescence des ordinateurs, c'est terrible pour les systèmes de l'armement, parce que ça arrive très rapidement. Est-ce que c'est possible de faire de la conception pour être résilient à l'obsolescence qui va subvenir? Merci Bernard pour ces deux questions. Alors la toute première question, évidemment, BITD, oui, on les connaît, mais c'est vrai que ça fait partie des voies
que nous cherchons à ouvrir. Donc, on a eu quelques contacts avec Nexter, quelques contacts avec l'armée de terre, l'armée de l'air, mais au jour d'aujourd'hui, en fait, on n'a pas beaucoup de contacts ni avec la DGA dans le cadre des projets, je parle, ni avec les forces militaires, mais en tout cas, personnellement, et même je pense toute notre association est vraiment preneuse des contacts si éventuellement autour de la table, quelqu'un peut nous donner les contacts qui permettent d'échanger avec eux. Évidemment, je pense que de manière étonnante, on a beaucoup plus de contacts avec le département de défense aux États-Unis qu'avec nos homologues ou nos compatriotes, on va dire. Donc ça, c'est vraiment un besoin et tu as entièrement raison d'insister là-dessus, Bernard. Donc ça fait partie de nos objectifs. Et la deuxième question, pardon, j'ai pas noté la deuxième question. Excuse-moi, Bernard. Ce serait, est-ce qu'il existe tu t'intéresses aux méthodes conception. de design for, Oui. je dirais, for obsolescence prévue, quoi. Tout à fait. Alors en fait, comme je l'ai expliqué, en fait, on a démarré des travaux sur la partie reconception, comme je l'ai indiqué. Là, dans le cas de l'APCOM, on va certainement s'intéresser à cette partie de réingénierie. Donc, ce n'est pas forcément la conception initiale, mais en tout cas, la question sera posée et elle est posée. Quelques pistes, comme tu l'as indiqué, évidemment, la question de modularité se pose, mais là où on est, en tout cas personnellement, je suis particulièrement attentif par rapport à cela, c'est la question de modéliser, enfin, l'identification et la modélisation des dépendances. Est-ce qu'on est capable de déterminer ces dépendances, donc dans le réseau avec les nœuds que je représentais, et en particulier, dans quelle mesure on est capable de couper certains liens pour apporter cette indépendance, je dirais, ou réduire au maximum les dépendances. En tout cas, je sais que les travaux que vous faites notamment, et donc avec beaucoup d'intérêt, on serait preneur d'échanges aussi sur ce sujet de l'ingénierie système, on va dire la conception et l'ingénierie système résilient par rapport à l'obsolescence et les conséquences. Encore moi, mais c'est Pas de problème. plutôt une question, merci, une question assez générique. J'ai l'impression que l'obsolescence dans le système logiciel arrive beaucoup plus tôt que les systèmes mécaniques. Et je me posais la question par rapport aux systèmes qui vont avoir de l'IA. Est-ce qu'ils vont avoir une obsolescence beaucoup plus rapide par rapport au système logiciel, sachant qu'ils dépendent de logiciels, du hardware, des modèles encore en plus. Est-ce que vous pensez que ça va s'empirer avec l'IA côté obsolescence ou bien on va peut-être trouver d'autres solutions? Enfin, peut-être, je ne sais pas. Alors, en fait, c'est les uns et les autres, vous appuyez là où ça fait mal. En fait, c'est que vous avez vu quelques photos, je vous ai montré en bas, on est une petite équipe avec un certain nombre de jeunes qui nous aident dans les travaux de recherche. Mais en fait, vous avez entièrement raison. La question de l'obsolescence, déjà, l'obsolescence logicielle, on a depuis très longtemps en tête, on l'a jamais réussi vraiment à avoir suffisamment de ressources pour pouvoir le développer et réfléchir là-dessus. Donc, ça fait partie des questions qu'on est en train de mener actuellement avec Orange sur ce point. Donc, ça, c'est en cours de développement actuellement, je dirais. Par contre, sur la deuxième partie de votre question, est-ce que l'IA va être considéré comme un facteur d'aggravation des conséquences de logiciels? Je ne saurais pas vous expliquer. Enfin, je ne saurais pas dire parce que déjà rien que sur les systèmes classiques soft avant l'IA, on voit les millefeuilles de logiciels qui tournent dans nos machines et les dépendances multiples entre ces logiciels. Et le nombre de fois où on a des remises à jour des différents bouts de code qui génèrent de grandes problématiques dans nos smartphones, dans nos machines, et comme le disait tout à l'heure Bernard, dans les systèmes militaires ou ce qu'on appelle nous les systèmes critiques à mission vitale. Donc évidemment, vous êtes au cœur de la problématique, c'est qu'on maîtrise aujourd'hui, on maîtrise relativement bien, je dirais, la gestion de l'obsolescence de l'électronique. Tout le secteur s'est bien orienté, maintenant on sait bien faire. La situation est beaucoup plus difficile, rien que pour les pièces mécaniques, c'est beaucoup moins le cas.
Et dans le cas logiciel, à notre connaissance, encore une fois, à notre connaissance, par rapport à ce qu'on sait, il n'y a pas beaucoup de travaux fléchés la gestion de l'obsolescence et les problématiques de dysfonctionnement que ça peut causer. Une dernière phrase, on s'aperçoit que autant, comme je disais tout à l'heure, il y a une différence entre l'obsolescence et la défaillance pour les produits physiques, comme mécanique, électrique ou autre, mais ce n'est pas le cas dans le cas de logiciel. L'obsolescence d'un logiciel peut signifier une défaillance, une faille de sécurité, une faille de dysfonction, enfin, une défaillance de fonctionnement. Donc la problématique est encore plus compliquée. Voilà. Ouais, je vois. Voilà. Ouais. Voilà. Actuellement, par contre, on n'a pas encore suffisamment de... On est en train de faire des travaux là-dessus. On espère pouvoir aller plus loin. J'espère bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Marc, merci. Merci pour cette présentation qui éclaire sans doute un domaine pour nos collègues là, qui n'étaient pas forcément connus, ou en tout cas qui est une zone, un angle mort peut-être parfois, et qui est très intéressant d'éclairer. Moi, j'avais une question, alors c'est une question plutôt peut-être un peu épistémologique. En fait, le concept d'obsolescence est un concept c'est un concept un peu négatif, un peu un concept quelque part à circonscrire, voire à éviter quelque part, en tout cas à supprimer même, si on veut tendre vers une situation où il n'y aurait plus d'obsolescence. Enfin voilà, enfin, j'essaie de me mettre dans une posture un petit peu philosophique par rapport à ça, et je me posais la question si ça posait pas des réflexions par rapport au temps, par rapport à l'invention technique assez florissante. En fait, quelque part, est-ce que l'obsolescence n'est pas le signe d'un tissu industriel en croissance avec quelque part de l'invention débridée, florissante, et quelque part un pendant, le pendant peut-être négatif de ce côté positif, et que c'était pas forcément un mal en soi, cette obsolescence? Voilà, je ne sais pas, c'est une question ouverte. Merci beaucoup pour cette excellente question. En fait, c'est que globalement, depuis toujours, on nous dit, nous, que l'obsolescence et l'innovation, ce sont les deux faces d'une même pièce. Vous avez des obsolescences, donc vous êtes obligé d'innover, vous faites des innovations, vous créez des obsolescences, comme vous venez de le dire très justement. Donc en fait, c'est un peu la raison pour laquelle vous avez même vu dans l'intitulé, le paradigme, on parle de pérennisation, pour diminuer un peu l'aspect négatif de l'obsolescence. Par exemple, il y a 2 ans, on a fait notre conférence internationale aux États-Unis aussi. C'était le côté positif de la gestion de l'obsolescence, puisque quand il y a des obsolescences, vous êtes obligé, forcé à faire de l'innovation. Donc, vous avez raison. En fait, c'est le seul point que je garderai en fait par rapport à cette notion de l'évolution plus ou moins rapide dans les secteurs et la génération d'obsolescence, c'est que quand vous avez quand vous avez des composants, quelle que soit la nature, et ces composants, vous les intégrez dans des systèmes, vous les mettez en usage pour des clients ou des consommateurs. Le problème, c'est que ces systèmes durent longtemps, souvent. Et en tout cas, ce sont les systèmes sur lesquels nous travaillons. Et quand vous avez un système qui, par exemple, parlant de la SNCF Réseau, vous avez parfois des équipements au bord de voies qui ont 80 ans, qui sont utilisés depuis 80 ans. Donc en fait, la question, si vous voulez, c'est une fois que ces technologies, ces composants sont intégrés dans les systèmes que nous utilisons quotidiennement ou que des clients utilisent quotidiennement, la question, c'est comment je fais. De toute façon, on n'a pas le choix. Et tout changement, pour vous donner un exemple, tout changement d'un composant dans un train, nos collègues de Ferroviaire nous l'expliquent, vous avez besoin de passer des agréments, certifications, qui parfois prend 3 mois pour le faire. Donc en fait, c'est tout à fait normal qu'il y ait des évolutions, mais cette progression d'évolution font que on est parfois confronté à ces problèmes et sans le savoir. Et quand vous arrivez à la fin de vie d'un composant, vous avez un besoin de composant qui est déjà obsolète. Le problème, c'est que le fournisseur a disparu depuis 15 ans. Donc en fait, vous avez entièrement raison. On essaye de dire que tout n'est pas négatif. Beaucoup d'entreprises essayent d'innover pour l'utiliser comme
utiliser l'obsolescence comme déjà une offre de service, mais également une offre d'innovation en termes de produits. Mais voilà, donc en fait, il y a les deux aspects. Je ne sais pas si ça répond à votre Oui, question. oui, bon, c'est sûr que le lien entre l'obsolescence et l'innovation, c'est un sujet d'intérêt et qui doit être sans doute que les gens de sciences de gestion doivent appréhender. Bon, j'ai travaillé un petit peu à la SNCF, donc ce que ce que vous dites là sur la SNCF résonne fortement Oui, à mes oreilles parce que c'est effectivement un sujet 80 ans, voire plus, hein. Il y a exactement. des fois des composants Exactement. Oui, qui sont toujours en bord de voie et qui sont très anciens. Après, on voit aussi il y a souvent des marchés en réémergence Mhm. pour venir de façon palliative, peut-être créer un manque. Enfin, moi j'ai vu disparaître les platines tourne-disques et puis revenir maintenant. Donc, il y a des gens qui se sont remis à fabriquer des saphirs et des diamants. Oui, Donc, il y a aussi des fois des espèces d'aller-retour dans les techniques c'est vrai. qui rendent ce sujet assez dynamique, en C'est fait. vrai. Bon. Juste aussi également, par exemple, alors je ne sais pas s'il y a autour de la table des personnes, par exemple de l'EDF, en parlant avec les collègues de l'EDF, par exemple, ils le disent, eux, ils préfèrent avoir des technologies ultra fiables, mécaniques, voire, plutôt que d'avoir le high-tech dernière génération. Parce qu'avant tout, eux, ils s'intéressent, par exemple, à la question de fiabilité éprouvée de leurs composants. Donc, co- comme comme c'est souvent le cas, en fait, les exigences du secteur font aussi que vous êtes plus ou moins confronté à cette problématique d'obsolescence. Eh ben, merci beaucoup. On arrive au terme de ce séminaire. Un grand Merci beaucoup à merci, vous. Marc, pour ton intervention. Et puis, j'espère que ça a Au bien plaisir. interpellé les auditeurs. Merci beaucoup encore pour l'invitation et au plaisir.